Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animédia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Phlegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, Sirène, Paradoxe temporel et Yakuza. Ohio la famille, programme chargé aujourd'hui puisque je vais vous parler non pas d'un film, non pas de deux, pas de trois, mais bien de 4 films. 4 films qui ont quand même une spécificité, ils nous viennent tous du Japon. Oui, tels les cerisiers, le cinéma japonais a fleuri en ce printemps 2026 avec 4 sorties rapprochées sur ce mois de mai. Je vais pas vous le cacher, je savais pas trop lequel prioriser sur les autres. Alors j'ai choisi de ne pas choisir tout simplement et de vous parler des 4. Parce que oui, à l'heure où le monde du cinéma n'a Dieu que pour le Festival de Cannes, où l'animation a d'ailleurs une très belle place cette année, eh bien il y a aussi de très belles choses qui sortent ailleurs et notamment dans nos salles. Dans l'ordre, je vais donc vous parler de Ciao et Junk World qui sont sortis le 13 mai, de All You Need Is Kill qui sort ce mercredi 20 mai, et enfin du dernier souffle d'un Yakuza qui sort lui mercredi prochain le 27 mai. Pour vous dire un petit peu le programme qui vous attend dans cet épisode, ce seront en fait 4 mini-critiques, au bout duquel je décernerai quand même à chaque film une note pour le reclasser évidemment dans le grand classement Letterboxd du cinéma d'animation. Allez, je le dis maintenant avant de dérouler ce programme, mais si vous aimez Animédia, c'est hyper important évidemment, likez, commentez, partagez et parlez du podcast autour de vous, c'est essentiel pour aider à le faire connaître et à le faire s'extirper des algorithmes nébuleux des plateformes. Allez, voilà pour l'introduction, maintenant on part vers le pays du soleil levant. 魚が喋ったどうして魚と結婚しなくちゃならないの私を誰だと思って喋る魚でしょ人魚よチラスルッとうまいおひれがうなるいや慰めろ君もチャオみたいに積極的だったらいいのにだったなやめなさいごめんなさいやらかしちゃったありえね On attaque avec Ciao, écrit et réalisé par Yasuhiro Aoki et produit par le studio 4 Degrees. Le film était présenté en compétition au Festival d'Annecy 2025 où il avait d'ailleurs remporté le prix du jury. Je vous fais le pitch vite fait. Dans un monde où humains et sirènes cohabitent, Stéphane, un employé de bureau, tout ce qu'il y a de plus normal, se retrouve à devoir épouser Ciao, une princesse du royaume des sirènes. Débute alors une surprenante et imprévisible romance entre deux êtres que tout oppose. Ciao, donc, je l'avais découvert l'an dernier au Festival d'Annecy. C'était d'ailleurs déjà l'un de mes coups de cœur. J'en avais parlé dans l'un des derniers épisodes où en gros j'avais réservé un petit peu le meilleur pour la fin. Il est arrivé à la fin de ma semaine à Annecy. Je l'ai revu donc à peu près un an après pour préparer ce podcast et je l'aime toujours autant. Voilà, ça n'a pas changé. C'est une pure comédie romantique, très librement inspirée de La Petite Sirène, ça c'est le réalisateur qui le dit, mais en revanche qui cherche à tout prix à éviter toute forme de conformisme. En gros, donc pour vous resituer, je l'ai déjà dit, mais on est dans un monde où humains et sirènes cohabitent. Donc déjà, petite spécificité, mais en plus de ça, même au niveau des humains, et ça c'est jamais vraiment traité, mais c'est quelque chose que j'adore dans le film, les gens peuvent avoir des corps complètement atypiques et disproportionnés. Ça produit un espèce d'effet comique un peu bizarre. Ça développe aussi la bizarrerie de cet univers. Et en gros, on se retrouve aussi dans un Shanghai, parce que c'est un film d'animation japonais, mais qui se passe dans un Shanghai un peu futuriste, où on a à la fois de la science-fiction, des nouvelles technologies qui cohabitent, et en même temps, une approche hyper à l'ancienne de certains quartiers à certains moments du film, presque artisanale. Et puis alors quand on se retrouve à sortir de la ville, là on est carrément dans un village de pêcheurs vraiment à l'ancienne. Donc tout ça se mélange, s'imbrique. Il y a vraiment des opposés un petit peu dans tous les coins. Et ça donne quelque chose de bizarrement cohérent. C'est complètement foutraque, c'est hyper dense d'ailleurs. Il y a toujours quelque chose qui se passe à l'écran, dans un coin, en arrière-plan. Il y a vraiment une tonne de détails dans lesquels on peut piocher. Mais c'est toujours hyper intéressant à regarder. C'est ça que j'aime particulièrement dans Ciao, avant même de parler, de revenir un petit peu plus sur son histoire. C'est que ça dégage
dégage une énergie folle du début à la fin. Et cette énergie, elle se retrouve et elle est véhiculée en même temps par la mise en scène. Je pense que c'est vraiment l'argument numéro 1 du film, c'est la manière dont les choses entrent, sortent du cadre, son rythme. C'est un film qui va hyper vite au début. On est vraiment plongé dans cet univers à fond de balle. Et ensuite, ça va ménager un petit peu ses effets. On va avoir quand même des moments de calme et d'émotion. Mais dès le départ, c'est vraiment un tourbillon, quoi. Il y a un tempo comique de dingue, avec des gags visuels, mais quasiment sur chaque plan. Je l'ai dit, des choses qui entrent, sortent du champ, des petits moments suspendus, des petits moments d'arrêt, juste pour pouvoir refaire une blague ou pour pouvoir appuyer sur un point. Énormément de mouvements d'une manière générale, des gens qui vont se prendre des trucs ou qui vont être en train de faire des choses improbables qu'ils sont pas censés faire, des petites mimiques, des visages aussi hyper déformés. Je l'ai dit, il y a des gens qui ont des énormes têtes, d'autres qui ont des énormes corps, d'autres qui ont des têtes disproportionnées par rapport à leur corps, d'autres qui vont être tout petits. Ça véhicule aussi quelque chose, en fait, ça dit des choses sur eux immédiatement, déjà par leur design. Donc en fait, rien que ça, c'est un régal et c'est un film qui ressemble pour le coup à aucun autre et qui pète de couleurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est que c'est pas forcément criard, c'est juste que les couleurs sont hyper saturées, explosent à l'écran. Là encore, chaque personnage incarne vraiment ça. Chao, elle est orange vif et d'autres personnages comme ça vont vraiment représenter ce qu'ils sont à l'écran. En plus de ça, ça varie aussi les différents registres. À la fois, je l'ai dit, c'est une comédie romantique assez classique, hein, dans le sens où on se retrouve avec deux personnages liés. Au début, on ne sait pas très bien pourquoi. Le personnage principal, Stéphane, surtout, ne comprend pas pourquoi. Et puis, c'est vraiment le fait que tout lui tombe dessus sans qu'il ait rien demandé. Il se retrouve à devoir épouser cette princesse sirène alors que le monde entier veut qu'il le fasse, mais lui, il ne sait pas bien ce qu'il fait là, en fait. Hein. Il se retrouve à devoir porter sur ses petites épaules frêles le poids de l'amitié entre deux peuples, en gros, quoi. Et vraiment, il est complètement dépassé. C'est évidemment aussi le trope classique du poisson hors de l'eau, enfin, littéralement, hein, dans le sens où Chao, qui est une sirène et qui n'a pas l'habitude du monde des humains, va devoir s'accoutumer à la manière dont les choses fonctionnent dans notre monde à nous, ce qui va être un petit peu désamorcé par la suite, puisque elle va se rendre compte, et Stéphane va se rendre compte qu'elle n'est pas adaptée pour ce monde-là, mais c'est pas grave, au contraire, c'est aussi un des sujets du film, c'est aussi une comédie d'action, parce qu'il y a vraiment des moments de pure action, où on se prend pas au sérieux, si vous voulez, où la physique des choses passe au second plan, c'est pas tellement ça, mais en revanche, ce qu'on va essayer de créer, c'est de la mise en scène tout le temps, avec ces scènes d'action où des trucs improbables vont prendre des proportions disproportionnées. Et puis, plutôt là, en deuxième partie, il y a aussi évidemment le parcours introspectif du personnage qui va essayer de revenir sur son passé, d'où il vient, et comprendre en fait d'où est venue toute cette histoire. Parce que ça, c'est aussi quelque chose, je me souviens, qui m'avait énormément surpris la première fois, c'est qu'au début, on se demande franchement pourquoi on en est là, d'où ces situations sortent. Il y a forcément un point de départ qu'on n'a pas, mais il y a une explication qui va arriver à la fin et qui est bien amenée. C'est justement un film qui arrive à nous surprendre constamment. Je l'ai dit, la mise en scène, voilà, des petits éléments, mais aussi au niveau de sa structure globale, qui ne va pas du tout, pas forcément là où on l'attend. On a cette fameuse réponse à des éléments qui sont presque incompréhensibles au début, et le dernier tiers laisse justement beaucoup plus de place à l'émotion, là où au début on est plutôt l'impression d'être face à une espèce de grande farce, on comprend pas trop ce qui se passe. Et cette deuxième partie de film s'est enclenchée par une scène pivot qu'on voit un petit peu dans la bande-annonce, qui est une scène de danse de Chao sur l'eau, en fait, qui, là, on a les deux côtés, elle mélange son aspect sirène et humain, et elle se révèle aux yeux de Stéphane, mais aussi aux yeux du spectateur, comme voilà, quelqu'un qui n'est pas juste, en gros, un gros poisson maladroit, mais qui est capable de faire bien d'autres choses et de véhiculer bien d'autres choses. Au niveau des thématiques aussi, sans en dire trop, moi, j'ai vu le film se faire tomber dessus parce que justement, ça véhiculerait ce mythe de la bonne épouse. Voilà, Chao, à partir du moment où elle est mariée à Stéphane, elle reste à la maison, il faut qu'elle apprenne à cuisiner, il faut qu'elle apprenne à être voilà, la bonne petite femme au foyer. Mais je trouve justement que le film casse ça, parce qu'il fait comprendre à Chao et à Stéphane que c'est pas du tout la voie à suivre, que c'est pas comme ça que ça va fonctionner entre eux, que c'est pas comme ça qu'ils vont être heureux. Et donc pour moi, ça fait partie des messages intelligents et surprenants du film, là encore, qui nous emmène dans une direction nouvelle. En tout cas, je pense pas qu'il faille réduire le film à ça, bien au contraire, hein, c'est l'idée, je pense que c'est de le désamorcer.
En clair, je vais pas, voilà, vous l'avez compris, c'est des petites critiques, je vais pas faire trop long, on va y passer une dizaine de minutes à chaque fois, on a quand même 4 films à traiter, mais pour moi, Ciao, c'est vraiment un gros bonbon ultra coloré qui donne envie d'aller piquer une tête avec un maillot de bain fluo. En gros, c'est le film parfait pour la saison. Là, actuellement, où j'enregistre, il fait un petit peu moche, mais il va faire très très beau dans quelques jours, je vous jure. Allez voir Ciao, vous prenez le maillot de bain dans le sac et derrière, vous foncez à la piscine et vous passerez une super après-midi. C'est drôle, c'est émouvant, c'est fun, c'est rafraîchissant. Je pense que vraiment, c'est le film parfait pour les hautes températures qui nous attendent. Au niveau de la note, j'ai pas changé entre le Festival d'Annecy 2025 et cette année. Ce sera toujours 4 étoiles sur 5. Ouais, carrément, rien que ça. Au niveau du public, quand même, je vous fais un mini c'est pour qui pour les habitués du podcast. Je dirais que ça se destine plutôt à un public ado, jeunes adultes. Si vous êtes aussi friand de comédie romantique, de rom-com, c'est pour vous. Il faut avoir un petit goût quand même pour le bizarre et l'atypique. Mais je pense quand même que ça peut s'adresser à un public assez large. Évidemment, appétence pour le cinéma d'animation japonais. Mais je pense que si vous êtes là, c'est la base. Et puis je vais pas le répéter sur chacun des 4 films. Et je me permets aussi un mini spoiler. C'est le meilleur film de cette sélection de 4. Mais rassurez-vous, vous pouvez rester. Il y a quand même du très bon à venir. Et puis pour l'instant, en 2026, c'est ce qui est sorti de mieux, je trouve, en termes d'animation japonaise. この数日地下3200メートル地点、現在はゴーストタウンになっているカープバールからクーパ波が地上で観測されています。よし、行くぞ。はい、トレス様。私は正義だけを信じる。なるほど、こんな生き物がいるとは。なんだあいつは。おそらく独自の進化を始めているのではないかと。ちょっとなんだあいつら。その女はあの祭壇で我ら未来のために昇華される。 Le deuxième film de cette sélection, c'est Junk World, écrit et réalisé par Takahide Ori. C'est de la stop motion et c'est un préquel de Junkhead, de ce même Takahide Ori qui était sorti, lui, en 2022. Là encore, je vous fais un pitch rapide. On est dans un futur lointain où une équipe d'humains, de clones et de cyborgs explore un empire robotique souterrain. Malheureusement pour eux, ils tombent dans une embuscade de cyborgs rebelles. Débute alors une aventure déjantée qui va rompre les barrières de l'espace-temps. Alors avant de parler de Junk World, je vais faire un petit tour en arrière pour vous rappeler la manière dont il a été fait et remonter même carrément jusqu'à Junkhead qui est donc le préquel. Parce que l'histoire de Junkhead et l'histoire de Takahide Ori, elle est hyper intéressante et hyper atypique encore une fois en soi. En fait, c'est quelqu'un, Takahide Ori, qui était décorateur d'intérieur. Alors pas non plus n'importe quel décorateur, c'est-à-dire qu'il avait quand même une entreprise qui faisait de la décoration d'intérieur pour des gros clients, notamment le Disneyland du Japon. Donc voilà, quelqu'un qui quand même touchait sa bille en matière de déco. C'est pas voilà le gars qui vous retape votre appartement en mettant quelques bibelots par-ci par-là. Non, c'est quelqu'un qui a quand même un gros background de débrouille avec une vraie belle sensibilité artistique. Et puis, à 40 ans, il a décidé de mettre un petit peu ça de côté pour se lancer dans le cinéma. Et pas n'importe quel cinéma, lui, il n'avait pas forcément énormément de compétences techniques à la base, alors il s'est dit qu'il allait faire de la stop motion, et de la stop motion un petit peu tout seul, parce qu'il était absolument pas connecté au monde du cinéma, il n'avait pas, pas de relation, pas de potes, pas de connaissances plus que ça. Et donc, il a fait ce court-métrage de 30 minutes qui est devenu en fait le début de ce qui allait être Junkhead, le film. Ce court-métrage de 30 minutes, il l'a présenté à des différents festivals de court-métrage. Il a notamment gagné des prix à Clermont-Ferrand en 2013 et sur d'autres festivals au Japon. Il l'a ensuite mis en ligne sur YouTube, qui a plutôt bien fonctionné, puisqu'il a carrément été contacté par des studios hollywoodiens. Mais il le dit lui-même dans une interview qui se trouve dans le dossier de presse, le problème, c'est qu'il parlait pas un mot d'anglais. Donc il est complètement passé à côté de toutes ces opportunités. Et à la place, c'est aidé d'une seule personne, donc ils étaient 2 en tout. Il a réussi
bon an mal an, à transformer ce court-métrage Junkhead en long-métrage, qui était prêt dès 2019, mais bon, le temps de réussir à le distribuer, le Covid passant par là aussi, il n'est arrivé chez nous donc qu'en 2022. Et alors, pour vous faire une mini critique de ce que j'avais pensé de Junkhead, on sentait énormément l'investissement personnel. Il y avait un côté vraiment, pour le coup, 100% brut, artisanal et indépendant, ça, il n'y avait aucun doute. Mais c'était un film qui était quand même assez froid, vraiment pas aimable. On se retrouvait dans un univers post-apo, muet principalement, qui mettait aussi pas mal de temps à démarrer et qui s'arrêtait tout aussi brusquement presque. On avait l'impression justement d'un film pas fini, alors que pour le coup il avait réussi quand même à en faire un film d'1h30. Enfin voilà, j'avais eu beaucoup de mal avec ce film-là. C'est quelque chose dont j'étais un petit peu resté à la porte, alors que voilà, le travail personnel et l'investissement, il est indéniable. D'ailleurs, que ce soit dans Junkhead ou dans Junk World, vous avez au moment du générique de fin des petits moments de making-of qui montrent la manière dont le film a été fait. Et c'est vrai que c'est quand même assez prodigieux, qui plus est quand on sait que c'est d'aussi petites équipes. Et ensuite, après Junkhead est donc arrivé Junk World. Et là, ils n'étaient pas beaucoup plus nombreux. Ils étaient 6 en tout à bosser sur le film, ce qui leur a pris 3 ans, ce qui est quand même pas loin d'être un exploit assez phénoménal, parce que globalement, le rendu, bien sûr, il y a des trucs un petit peu plus cheap, des effets qui marchent plus ou moins bien. Et voilà, on voit parfois le côté indépendant un peu cheapos, mais c'est pas grave, ça fait même presque partie du projet. Réussir à faire quand même ce film-là à 6 sur un temps aussi court, parce que 3 ans, c'est grosso modo la durée à peu près standard d'un film en stop motion, mais avec des équipes beaucoup plus conséquentes. Là, l'avantage, je trouve, de Junk World par rapport à Junkhead, c'est que Holly a réussi à beaucoup mieux jouer avec les contraintes qu'il avait en termes de plateau, d'argent et de nombre d'équipes. Je vous cite quand même quelque chose qu'il a dit qui se retrouve dans le dossier de presse, qui est une citation que j'aime beaucoup. Lui, il dit que Junk World est une invitation à entrer dans un univers étrange, parfois inconfortable, mais vivant. Je n'attends pas que l'on comprenne tout. J'espère seulement que le spectateur accepte de s'y perdre un moment, de regarder, d'écouter et de ressentir. Et moi, j'ai envie de dire que à ce niveau-là, la mission, elle est accomplie à 100%. C'est-à-dire que tout ne fonctionne pas forcément. Effectivement, on se retrouve face à un univers qui est complètement déglingué. C'est une extrapolation, si vous voulez, de l'univers de Junkhead, mais avec un côté beaucoup plus pulp, beaucoup plus fun, mais avec toujours ce côté unique, étrange, à la limite du dérangeant par le design de certains personnages, mais là où dans Junkhead, il y avait un côté presque horrifique, malaisant, là d'un coup, ça devient quelque chose de presque comique. En tout cas, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus immédiat aussi, parce que cet univers-là, on nous le présente un petit peu mieux, et parce qu'il y a un peu plus de personnages qui font office de porte d'entrée beaucoup plus rapide vers cet univers, vers ce récit. On a de l'action, c'est beaucoup plus rythmé, de l'humour aussi, avec des personnages qui sont assez stéréotypés, ou en tout cas qui remplissent vraiment des fonctions, mais qui balancent de la punchline improbable, voilà. Et surtout que on a une histoire de base, qui est celle du pitch, et puis, je voulais pas spoil, mais très très vite, ça part en latte. Ça part en latte complète. D'abord, on explore cet univers-là, on découvre comment il est peuplé de créatures, l'infection qui ravage certaines villes, etc. Et puis, on arrive dans un trip SF, mais complètement starbé, où là, ça part dans des multivers, des paradoxes temporels. On explore différentes temporalités, des personnages qui reviennent, des éléments dont on comprend un petit peu mieux comment ils se sont passés. Je préfère pas trop en dire parce que ça fait partie de la surprise. Pour le coup, moi, je ne savais pas du tout que ça allait partir dans cette direction-là avant de lancer le film. Mais si vous voulez, il y a un petit peu un côté retour vers le futur 2. C'est-à-dire qu'on redécouvre certains événements qui se sont passés au début du film, mais depuis un autre point de vue. Et ce qui apparaissait quelque part au début comme peut-être une facilité d'écriture, quelque chose d'incompréhensible, là, on comprend mieux d'où ça vient. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Il y a quand même des twists qui viennent renouveler l'intérêt du truc et il y a un vrai côté ludique. C'est très très fun, d'autant que ce côté ludique-là, il est encore plus magnifié par le fait qu'on est sur un film en stop motion et on a l'impression de voir un grand enfant qui est en train de jouer avec ses figurines, quoi. On casse pas complètement le fait que c'est de l'animation image par image, là où je trouve que certaines productions stop motion récentes, notamment Hardman avec le dernier Wallace et Gromit ou alors chez Laika,
là, on est sur un niveau de perfectionnement qui est tel qu'on en oublierait presque que c'est de la stop motion. Moi, j'aime bien justement quand on arrive à garder ce côté image par image un petit peu plus saccadé et on n'oublie pas que ce sont des marionnettes qui prennent vie. Et là, c'est littéralement ça. C'est un mec qui se fait un pur trip avec ses petits joujoux à la maison et qui leur fait vivre des aventures improbables avec tous les tropes de SF qu'il aime. Alors que dans les faits, bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a un propos quand même un petit peu sur l'IA, mais on est surtout là pour être diverti, quoi. C'est vraiment un pur moment de fun Junk World, d'autant que quand même, l'écriture est un petit peu plus maligne que ce qu'on pourrait penser au début. Les personnages sont quand même globalement assez épais, hein. J'ai dit qu'ils étaient assez stéréotypés, assez archétypaux, mais ils développent quand même de nouvelles facettes, et puis à l'arrivée, tout retombe sur ses pieds de manière assez inattendue. Bref, moi j'ai trouvé ça hyper réjouissant. Là où le premier, j'avais eu beaucoup de mal, je l'ai dit, non seulement à rentrer dedans, mais à le regarder. Je pense que je l'ai regardé en 2-3 fois au moins, avec vraiment les sourcils froncés, à me dire mais oh là là, sortez-moi de là, j'en peux plus. Là, c'était tout l'inverse. Ça s'est terminé et presque j'aurais voulu une boucle de plus. J'aurais voulu qu'on m'en donne un petit peu plus. Il y a plus de moyens, plus d'ambition, plus d'expérience aussi de la part de réalisateurs, plus d'ingéniosité parce que voilà, j'ai dit, il utilise mieux son budget et ses équipes dans le sens où il réutilise évidemment des environnements, des marionnettes, c'est le principe des boucles temporelles, hein, si vous voulez. Donc franchement, une excellente réussite, j'en attendais pas grand chose et j'ai été complètement conquis, d'autant que ça arrive à garder ce côté indé complètement crasse-pouille et starbé. Si vous avez vu Mad God, on n'en est pas loin, alors c'est pas du tout au même niveau de polish, d'autant que voilà, c'est pas un film qui s'est fait sur autant de temps hein, et ça se voit, et surtout encore une fois c'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus pop et beaucoup plus pulp, donc voilà, faites-vous kiffer, laissez-vous surprendre, je pense que vous le regretterez pas. Au niveau de la note, je vais aussi mettre 4 étoiles sur 5 à Junk World. J'avais mis 3,5 au début. Et puis, à force d'y réfléchir, c'est quand même un film It grew on me. Voilà, ça a grandi en moi, si vous voulez. Et j'en garde vraiment un excellent souvenir. Grosso modo, c'est plutôt un film pour adultes. Je pense que ça peut passer à partir de 14-15 ans. Mais voilà, c'est quand même de l'animation qui est pensée plutôt pour adultes. Si vous aimez la stop motion, là, vous allez vous régaler. Hein. Vraiment, comme je l'ai dit, on a l'impression de voir un grand enfant s'amuser avec ses jouets. Et je rajouterai quand même quelque chose dessus pour vous dire que le projet était pensé à la base comme une trilogie. Apparemment, le storyboard du 3e film a été terminé cette année et lui, Takahide Hori, il vise une sortie dans 4 ans pour le 3e film. C'est tout ce qu'on espère. Voilà, on a envie, pourquoi pas, de le voir étendre cet univers quand on voit quand même le gap qu'il y a entre Junkhead et Junk World. Bah ouais, ça donne carrément envie. Après tout, la mort est de mon côté. Je suis la seule à savoir ce qui va se passer. Un peu comme dans un jeu vidéo. Je reviens systématiquement à la vie. Écoutez, des monstres vont sortir de Darol et ils vont tuer tout le monde. Non mais t'as vu ou quoi? Reviens ici tout de suite. T'es qui? Dis-moi tout ce que tu sais. À chaque fois que tu meurs, la journée recommence pour moi aussi. Nous arrivons au 3e film de cette sélection, peut-être le plus attendu, en tout cas un film qui va peut-être parler à un peu plus d'entre vous, c'est All You Need Is Kill, réalisé par Kenichiro Yakimoto et produit par, encore une fois, Studio 4 Degree. C'est là une nouvelle adaptation du light novel, qui est en fait un roman court qu'on appelle comme ça au Japon, à destination d'un public plutôt de jeunes adultes et qui est accompagné d'illustrations. Un light novel de Hiroshi Sakurazaka, qui est paru en 2004 au Japon et qui est arrivé en 2014 chez nous, en même temps qu'un manga et qu'un film que vous connaissez probablement, qui est arrivé quasiment dans la foulée en juin 2014, qui est Edge of Tomorrow, réalisé par Doug Liman avec Tom Cruise et Emily Blunt. Voilà, All You Need Is Kill, c'est en gros une nouvelle adaptation de Edge of Tomorrow. Je vous fais quand même le pitch rapide. On est dans un futur proche où le Japon se reconstruit après l'invasion d'une gigantesque fleur extraterrestre. Quand celle-ci entre
entre en éruption et libère des créatures dévastatrices, Rita meurt dans le chaos avant de se réveiller au début de la même journée. Prisonnière d'une boucle temporelle, elle revit sans cesse la bataille jusqu'à sa rencontre avec Keiji, lui aussi piégé dans le cycle. Ensemble, ils vont tenter de briser la boucle ou de mourir pour toujours. Alors il y a deux constantes ou deux choses qui reviennent quand même dans cette sélection de 4 films. La première, vous l'avez peut-être compris, c'est les boucles temporelles. Et la deuxième, c'est que ce sont des films que j'avais vus à Annecy, à part Junk World. Mais là, en l'occurrence, celui-ci, All You Need Is Kill, il avait été projeté en section Midnight Special l'an dernier. C'était l'une de mes plus grosses attentes d'ailleurs du festival. Et j'étais resté un petit peu sur ma faim. Alors au départ, je m'étais dit, peut-être c'est parce que j'étais un peu fatigué. Voilà, c'est des projections qui sont en fin de journée, entre 22h et minuit. Peut-être que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu trop proche de Edge of Tomorrow, que je connais quand même pas mal. Je l'ai revu donc pour vous préparer cet épisode. Et non, l'impression globale que j'avais l'an dernier, elle est toujours là. Et je crois que je reste un petit peu à la porte de cet univers-là. Alors je m'explique. D'abord, artistiquement, je vais commencer par là. Je vais commencer globalement par ce que j'ai bien aimé, par les points positifs. Je trouve ça sublime. Studio 4 Degrees, c'est le studio qui est derrière Man Game, dont il faut que je vous parle un jour, de Masaki Yuasa, qui fait partie de mes films d'animation japonais préférés de la vie. C'est aussi eux qui avaient fait l'adaptation de Amer Béton ou encore Les Enfants de la Mer. Donc au niveau qualité, à la fois d'animation, à la fois artistique, comme je l'ai dit, c'est impeccable. Il y a eu un énorme boulot sur la DA. Alors je ne sais pas si c'est pour le rapprocher du light novel, des illustrations du light novel. J'avoue, j'ai pas fait le boulot d'aller comparer, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que ça tranche à tous les niveaux avec Edge of Tomorrow, dans le sens où, un peu comme Chao, justement, on a des couleurs qui pète sa race, dans le sens où les personnages sont dans des combinaisons bleues flashy. Les créatures, c'est des espèces de plantes sur pattes, mais avec des fleurs, mais pareil, qui explosent de couleurs. On a carrément l'impression d'avoir un arc-en-ciel de couleurs. Le grand arbre extraterrestre, pareil, il explose au milieu de tout ça. Il y a vraiment des effets aussi à l'écran, avec des grandes lignes rouges, parfois des effets kaléidoscopiques, ou en tout cas, on va utiliser justement tout le spectre lumineux et des couleurs. Enfin, c'est assez prodigieux, tout ce travail-là sur les couleurs, sur la DA d'une manière générale. Voilà, on sent que l'idée, à minima, c'est de se démarquer de Edge of Tomorrow, qui était quelque chose de beaucoup plus militaire, qui oscillait entre le marron-gris au début et carrément le noir hyper profond à la fin. Les exosquelettes étaient assez cool, mais ça faisait quand même militaro-futuristique 101, si vous voulez. Pareil pour les créatures, qui étaient quand même assez oubliables. Là, au niveau design global, c'est hyper frais. L'animation ultra dynamique. Il y a quand même pas mal de scènes d'action dans le film, que ce soit au début contre les monstres ou à la fin, sans trop en dire, mais c'est toujours lisible en tout cas. Le climax, justement, ça ajoute encore plus au côté, l'impression d'être dans un autre monde. Voilà, les personnages évoluent encore plus au niveau du design. C'est hyper fort, et ça, pour le coup, c'est hyper marquant. On s'en souvient. Dans Edge of Tomorrow, c'était le dernier tiers qui était vraiment le gros point noir du film, dans tous les sens du terme. Là, le film se tient et arrive à nous proposer quelque chose de vraiment très très fort jusqu'au bout. Donc rien que pour ça déjà, j'ai envie de vous dire, si c'est votre cam, vous avez vu le trailer, en plus le trailer est quand même hyper bien monté, il fait la part belle à ça, ça donne quand même très très envie, ça vaut le coup d'être vu en salle, d'autant que la musique et presque encore plus le sound design sont au top. J'ai souvenir de la manière dont le titre du film apparaît à l'écran, c'est blasté dans la salle, waouh, là ça c'est marquant, donc vraiment les potards sont poussés très très loin et c'était l'ambition du réalisateur. Là encore, je vous le cite dans une interview donnée pour le dossier de presse où il nous dit, lui, il voulait faire de ce All You Need Is Kill non pas une simple adaptation du roman, mais l'expérience définitive, rien que ça. Lui, il dit, l'animé permet d'aller au-delà du réalisme, d'amplifier les sensations, de dépasser les limites du mouvement humain, de créer une étrangeté visuelle impossible ailleurs. Les combats doivent être viscéraux, presque physiques pour le spectateur. La science-fiction doit surprendre, déranger, fasciner. L'émotion doit traverser l'écran. Je pense que je peux pas être plus d'accord avec tout ce qu'il dit. Merci beaucoup Kenichiro pour cette déclaration d'amour à l'animation d'une manière générale. Ça fait partie des choses que je dis, que j'ai dites au début de ce podcast. L'animation permet de transcender et d'offrir quelque chose que le live action ne permet pas.
Là, c'est sûr qu'on a, là encore une fois, des corps qui se déforment. On joue évidemment aussi avec les codes du jeu vidéo, dans le sens où les armures vont pouvoir développer de nouvelles capacités. Elle va évidemment s'entraîner, en gros, refaire le même niveau en boucle, si vous voulez, pour s'entraîner, pour devenir plus fort, pour réussir à battre toutes ces créatures-là, développer sa force pour manier une hache, etc. Les objets qui étaient utilisés d'abord pour tailler l'arbre, parce qu'en fait elle est bénévole dans une entreprise qui s'occupe de découper ce grand arbre qui est sorti de nulle part, si vous voulez, et d'un coup ça va devenir des vraies armes de mort, en tout cas des choses dont elle va se servir contre ces créatures en forme de plantes, si vous voulez. Il y a effectivement un côté dérangeant à voir ça, fascinant aussi parce que on la voit justement se transcender, mais en revanche par rapport à sa dernière phrase, par rapport à l'émotion, j'ai un problème par rapport à ça. Moi j'avoue que l'émotion n'a pas réussi, en l'occurrence, à traverser l'écran jusqu'à m'atteindre. Et je pense que j'ai essayé de mettre le point dessus. Je pense que ça passe, ou c'est plutôt à cause des personnages. Il manque cette porte d'entrée émotionnelle pour me faire emporter par le film. Ça vient, je pense, de la froideur qui est véhiculée par le personnage de Rita, qui est quelqu'un au début de solitaire, dont la première réaction, et on peut la comprendre, c'est d'abord d'essayer de fuir, et qui finit par comprendre que c'est un problème qu'elle doit affronter. Que s'il y a bien quelqu'un qui peut le régler, et si même de toute façon elle veut se sortir de cette situation-là, il s'agira de confronter ces créatures, d'aller au bout de ça, qu'elle peut de toute façon pas fuir parce qu'elle se fait rattraper, et en gros elle meurt à chaque fois. Mais au départ elle pense qu'elle peut le faire toute seule, et puis elle se rend compte que justement elle va avoir besoin d'aide, elle va avoir besoin de se faire aider par Keiji. Donc finalement toute cette histoire de boucle temporelle, c'est voilà une grande métaphore sur la manière dont il faut affronter les problèmes dans la vie, et que en étant toute seule, en restant dans son coin, on a forcément beaucoup plus de mal, voire on peut pas en fait surmonter tout ça. Parfois, on a besoin de tendre la main et de se faire accompagner. Donc elle, en gros, elle grandit, elle apprend, pendant que le temps, lui, ne bouge pas. Donc on comprend bien les thématiques du film, mais j'ai eu un petit peu plus de mal à le ressentir. Même le concept de boucle temporelle, bizarrement, je l'ai trouvé quand même beaucoup plus ludique. Voilà, c'est un mot que j'avais employé dans la critique de Junk World. Beaucoup plus ludique et surtout beaucoup plus fun dans Junk World. Je pense que j'attendais de Unity quelque chose peut-être d'un peu plus léger, parce que j'avais souvenir que Edge of Tomorrow, c'était un peu, en tout cas au début, une vaste blague. L'idée c'était de mettre en scène des morts un petit peu ridicules, avec quand même un timing assez comique et assez marqué, pour donner l'impression que le personnage y repart au combat. Et ça, on l'a dans All Unity Skill, mais je trouve toujours qu'il y a une espèce de gravité et voilà, quelque chose qui a du mal à m'emporter. J'ai l'impression, moi, justement, d'être piégé dans cette histoire qui se prend quand même pas mal au sérieux. Alors, je comprends qu'il y a des thématiques qui sont assez lourdes. On a aussi des éléments sur le passé de Rita, où on comprend que sa mère était abusive avec elle, qu'elle la maltraitait à la fois physiquement et psychologiquement. Mais je crois que c'était pas exactement ça que je recherchais dans ce film, donc j'ai eu du mal à accepter ce qu'on me donnait, même si voilà, j'ai eu beau l'avoir vu 2 fois, donc la deuxième fois j'étais prévenu. Ça m'a quand même fait un petit peu le même effet. Voilà, je le redis, je pense que je suis resté un petit peu à la porte de ça. Alors comme c'est quand même assez subjectif, ça peut tout à fait fonctionner sur vous, là où je pense que le côté artistique est beaucoup plus emballant, et d'une manière générale, ça permet quand même de rester dans le film. Et puis je vous dis, il y a quand même un climax à la fin qui vaut le coup d'être vu. Donc au niveau de la note pour All Unity Skill, je lui mets 3,5 sur 5. Quand même, ça reste assez haut et ça reste tout à fait acceptable. Et puis de toute façon, ça fait partie des films d'animation japonais marquants quand même de ce printemps. Mais voilà, je pense qu'il y avait quand même la capacité d'aller un petit peu plus loin. Au niveau de la cible principale, c'est assez évident qu'on cherche le même public que le roman et que le manga à la base, donc plutôt un public young adulte, en gros, si vous voulez, fin d'adolescence, début de vingtaine. Et puis, ça peut être aussi pour tous les curieux qui gardent un souvenir, voire carrément un bon souvenir de Edge of Tomorrow, qui était un film d'action complètement valable, même s'il s'écroulait un petit peu dans sa dernière partie. Si vous voulez voir ce qu'on peut faire de diamétralement opposé avec la même histoire, c'est hyper intéressant. Et d'une manière générale, si vous gardez l'aspect un petit peu jeu vidéo ludique, vous pourrez peut-être le retrouver dans Unity Skill.
生まれたてか死にかけには聞こえるんだろう。お前たちが来た日のことよーく覚えてるぜ。あんたはなんで私といてくれるんだい？賑やかな方がいいだろう。とにかくこれからは土地の奪い合いだ。未だに出入りだ勝ち込みだなんて。何を祈ったの？大逆転できますようにだ。いつまで言ってんだか。一緒にいたかった。それを伝えたことあるか？なかったな。Nous voici avec le 4e et dernier film de cette sélection du printemps japonais 2026 et c'est le dernier souffle d'un Yakuza qui s'appelle aussi Haosenka dans son titre original ou encore The Last Blossom dans son titre international. Il est réalisé par Baku Konichita qui est le créateur de la série Odd Taxi et produit par le studio Clap qui avait notamment produit Tunnel to Summer ou Pompo the Cinephile ces dernières années. Je vous fais encore un petit pitch rapide. On y suit l'histoire de Hakutsu, un détenu âgé purgeant une peine de réclusion à perpétuité qui est sur le point de mourir seul dans sa cellule. Une fleur dotée de paroles lui assène alors cette phrase « Quelle vie pourrie tu as eue ?» Au fil de leur conversation, Hakutsu commence à replonger dans son passé, un passé trouble de Yakuza, mais aussi fait d'instants de bonheur, en compagnie de Nana et de son fils Kensuke dans une petite maison délabrée. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, c'est le film le plus faible de cette sélection, même si il a quand même quelques qualités, je vais y revenir. Là encore, je l'avais vu à Annecy l'an dernier en compétition officielle. J'en attendais pas mal du fait que Baku Konichita, c'est le réalisateur et scénariste donc de Odd Taxi, une série d'animation avec des animaux anthropomorphes que je n'avais pas vu, mais dont on m'avait dit le plus grand bien avant de voir le film, et ça a peut-être joué sur mon appréciation. Bon alors là encore, je l'avais vu à ce moment-là dans des conditions pas tip-top, je crois que c'était un petit peu en fin de journée, en fin de semaine, j'étais assez fatigué, je pense que j'avais dû piquer 1 ou 2 siestes. Et voilà, je l'ai revu encore une fois pour vous dire l'investissement que je mets dans ces épisodes. Je revois quand même, dans la mesure du possible, les films avant de vous en reparler. Je reste pas sur des souvenirs qui datent de quand même quasiment 1 an. Et là encore, malgré tout ça, ma perception sur le film n'a pas beaucoup changé. Alors déjà, c'est un film en flashback, ce qui n'est pas ma construction de film préférée, faut le savoir. C'est un peu spécifique, mais je sais pas pourquoi, ça me fait toujours un petit peu le même effet. C'est un film qui est globalement assez lent, assez contemplatif, donc certes ça n'avait pas aidé pour me maintenir éveillé à Annecy, mais bon, ce que je peux dire de global là-dessus, c'est que même si vous avez les yeux bien ouverts, pour moi il y a quand même des enjeux globaux qui ont du mal à se mettre en place. Il y a un twist final en plus de ça qui est, je trouve, pas super bien amené, qui est à la fois très expliqué parce que on prend le temps sur le moment de nous dire d'où ça vient, preuve que ça n'a pas été trop teasé et que ça n'a pas été pointé vraiment du doigt comme l'enjeu principal du film. Et en même temps, je trouve qu'on comprend mal comment tout ça fonctionne et comment le personnage qui découvre ce twist s'en rend véritablement compte, quoi. Niveau animation et mise en scène, aussi, je trouve ça assez léger. Alors peut-être encore une fois que je reste sur ma faim par rapport au fait qu'on m'avait présenté Odd Taxi comme quelque chose d'assez dynamique et quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Là, c'est vrai qu'on est sur, en dehors de cette fleur qui parle, qui est un gimmick dont on comprend pas très bien l'utilité, pour être honnête, qui est un peu le seul élément fantastique du film. Elle est le témoin des événements qui se passent. Mais à l'arrivée, en plus, elle a un ton un peu sarcastique. Elle fait des parallèles entre la vie d'un humain et la vie d'une plante, mais je trouve pas ça super satisfaisant en termes d'écriture, pour être honnête. Et à l'arrivée, on a cette espèce de tranche de vie, alors quand même sur un moment assez long, mais qui est globalement assez plan-plan, assez introspective. Alors c'est léger, c'est propre, c'est fonctionnel, mais il n'y a vraiment rien qui ressort, il n'y a pas de scène véritablement marquante. C'est quelque chose qui nous passe un petit peu dessus sans que ce soit jamais désagréable ni mal fait, mais c'est quand même assez oubliable. Alors tout n'est pas à jeter non plus, il y a des petits moments touchants, les personnages ont tous quand même globalement un bon fond, notamment le personnage principal, sa compagne, mais ce côté très dans la réserve à la japonaise où il est amoureux d'elle, c'est évident, mais il n'ose pas lui dire, ou il finit par lui dire un peu quand c'est trop tard pour eux et quand ils sont bien plus vieux. Ça réussit parfois à être un petit peu enveloppant. Il y a quand même ce côté d'essayer de construire un cocon familial. Il fait tout ça
pour elle, pour son fils à elle, dont on découvre assez rapidement qu'il est malade. Donc il y a des petites choses, mais bon, c'est quand même assez léger. Après voilà, c'est pas un film du tout avec lequel j'ai envie d'être méchant parce que il m'a rien fait. Juste, c'est pour moi un petit peu trop dans la retenue pour son propre bien. C'est complètement l'intention du film, ça aussi. C'est voulu. Voilà, le film est là où il a envie d'être. C'est, pour moi en tout cas, un peu compliqué d'y adhérer. Et au niveau des retours que j'avais entendus à Annecy sur l'ensemble des films en compétition, j'ai l'impression que voilà, c'est celui qui avait quand même été globalement le moins marquant. Il a mis un petit peu de temps à arriver chez nous, pour être honnête. Je ne pensais pas qu'il allait avoir une date de sortie en salle en France. Donc, si vous êtes curieux, si vous avez envie d'avoir quelque chose qui sort un peu pour le coup de l'animation japonaise traditionnelle, là on est plus sur quelque chose finalement pensé pour les amoureux du cinéma de Takeshi Kitano, si vous voulez quoi. On est sur des histoires de yakuza, des petites tranches de vie comme ça qui un petit peu douce amère. Mais bon, déjà, c'est pas aussi bien qu'un Takeshi Kitano, il faut le dire. J'ai du mal à voir des gens qui pourraient être fans de ce cinéma en live faire le pas pour aller le voir en animation, surtout avec ce début de La Fleur qui parle. Donc ça fait quand même assez niche tout ça. Ça l'est quelque part, puisqu'on est entre le film de Yakuza, la comédie romantique, et puis presque, je sais pas, du Hamaguchi, du Eric Romer, sans que ce soit jamais aussi bien écrit non plus. Donc je lui avais donné la note de 3 sur 5. Je pourrais presque redescendre un cran, mais c'est bizarrement un film que j'aime bien. Enfin, je trouve que il y a ce petit goût de bonbon tendre. À minima, c'est un film qui m'est sympathique. Et puis, qui sait, ça pourrait toujours fonctionner sur vous. Et bien voilà, on en arrive à la fin de cet épisode d'Animedia, un épisode un petit peu différent de d'habitude, très différent même. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de profiter quand même de ce beau temps pour sortir de chez vous, pour vous réfugier à nouveau dans une salle de cinéma. Il y a des très belles choses, j'espère que vous l'avez compris. Alors c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de cinéma d'animation en ce moment du côté de Cannes. Je n'y suis pas, vous l'avez compris, mais on a notamment In Waves qui a fait l'ouverture de la semaine de la critique, Jim Queen qui a fait aussi une montée des marches assez fabuleuse, et j'ai hâte de voir le film. Je vais pouvoir le voir en projection presse bientôt. Lucy Lost aussi qui a été présenté, que là pour le coup j'ai eu l'occasion de voir avant même les festivaliers de Cannes. J'en suis pas peu fier, donc je vous en parlerai assez vite, je pense, sur mes réseaux, ce qui nous fait donc une habile transition pour vous dire de suivre Animedia sur Blue Sky, Instagram, TikTok et Letterboxd pour retrouver mes critiques, mais aussi discuter avec moi si vous en avez envie de cinéma d'animation. Ce sera avec grand plaisir. Quant au podcast, il est évidemment disponible sur toutes les plateformes de votre choix, et je le redis, mettez-moi 5 étoiles, 1 pouce, commentez les épisodes aussi, ça me fait évidemment très plaisir de vous lire. Je vous dis à la prochaine pour un futur épisode. Je ne sais pas encore exactement quand, je ne sais pas exactement sur quoi, mais justement suivez-moi pour en être informé. D'ici là, portez-vous bien, continuez d'aller voir des bons films d'animation en salle ou chez vous, et des bisous, ciao. Les Japonais ne portent pas ce genre de choses tous les jours, évidemment. Ils utilisent des baguettes en bois à la place de nos couverts. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. Je suis japonais, je suis japonais.